Bien, messieurs les ambassadeurs, madame l'ambassadrice, cher Alain, chère Florence, il me revient une tâche difficile, c'est d'ouvrir, mais avec grand plaisir, chère Florence, un moment qui est fort. Il s'agit ce soir de célébrer, et en votre présence, et dans un lieu qui ne peut pas être mieux choisi par rapport à la thématique et à l'importance du CERAL, ce sont les 20 ans d'un centre qui rayonne et dont ESCP est très fier. Et je veux d'emblée dire que tout ceci est dû à l'énergie, à la vitalité, à la créativité, à la disponibilité et à l'amitié du professeur Florence Pinozzo. Alors, je ne vais pas être très long parce que vont se succéder des invités de marque qui sont à la fois des amis et de grands contributeurs pour le CERAL. Cette salle, elle met en très cher aussi pour plusieurs endroits, dans le grand hôtel, je ne sais pas si c'est Varangeville ou Berchy, parce que c'est aussi l'un des lieux où régulièrement on fait des cérémonies de diplôme, de SCP, pour les élèves, comprenant d'ailleurs des élèves d'Amérique latine, puisque je reviendrai en quelques instants sur la nature des échanges. Vous dire que ESCP, je ne vais pas présenter l'école, c'est une école extrêmement originale, parce que, comme vous le savez, c'est une école pan-européenne. ESCP est en France une grande école, et dans d'autres pays européens, en Allemagne, une université également en Italie, en Espagne, et puis on voit de devenir, pendant la phase du Brexit, ce qui est presque cocasse, aussi une université britannique, avec un modèle extraordinaire qui est qu'on ne peut pas être diplômé d'école si on n'a pas étudié, si on n'a pas fait des expériences fortes dans plusieurs pays européens. C'est pour ça qu'on dit généralement que l'ESCP est une grande école ou une université pan-européenne. Mais je sais aussi que pour ce qui concerne l'Amérique latine, on a parlé d'un ensemble pan, je veux dire, pan en latin, pan latinité, je crois que c'est Michel Chevalier, un des experts qui utilisait cela, même si nos amis espagnols ont un peu de réticence parfois à utiliser le terme. Alors le CERAL dans notre école, c'est une unité très importante. Une école, c'est de la formation, c'est de la recherche, mais il y a quelque chose de très spécial avec ce que fait le CERAL sous la direction de Florence. Je peux reprendre un grand nombre de réalisations, mais ce qu'il faudrait vraiment retenir, et je sais qu'on a la chance d'avoir ce soir des dimensions, des profils, des personnes qui sont à la fois issues du monde de l'entreprise, du monde de la diplomatie, du monde également académique, je veux dire français, mais aussi de nombreux autres pays. Ça, c'est le réseau extraordinaire, la réticularité qui caractérise Florence. Et pour dire que ce qui caractérise le centre, c'est qu'il y a de la recherche qui devient, qui entre dans les enseignements, mais ce n'est pas qu'une recherche, j'allais dire théorique ou fondamentale, comme on le trouve parfois dans nos sciences, mais c'est une recherche qui est absolument ancrée avec la vie des entreprises et des acteurs. Et ça, c'est fondamental, parce que à un moment où on peut parler vraiment dans nos disciplines, je ne veux pas très très long sur les sciences de gestion, c'est peut-être pas la passion de tout le monde, mais dans les sciences de gestion, on connaît des formes d'obsolescence de la connaissance, et tout ceci s'accélère. Et le CERAL, eh bien, n'est pas un retardateur de cette obsolescence, mais beaucoup plus un activateur, un accélérateur dans l'anticipation des connaissances de des zones géographiques qui sont celles sur lesquelles on travaille. Puisque ce qui est très important aussi dans ce qui est fait à l'ESCP et que le CERAL incarne, ce sont des recherches et des travaux
on appelle chez nous ABCDE. A, c'est de la gestion, mais aussi en liaison avec les arts. C'est de la gestion, mais aussi avec du business très spécifique dans des secteurs d'activité, avec la compréhension des cultures. Et ça, c'est formidable, parce que Florence, elle nous le rappelait tout à l'heure, mais elle a formé des générations des talents prestigieux. Merci beaucoup au passage. Le D, c'est par exemple notre master qui existe, donc, qui est Business and Diplomacy, donc les affaires et la diplomatie, et puis aussi des élèves qui chez nous non seulement font de la gestion, mais ils font aussi le E, c'est l'engineering, et donc des sciences de l'ingénieur. Ils sont co-diplômés de différentes écoles, ESCP plus NSAE, ESCP Mines Paritech, ESCP Centrale Supélec, etc., et dont certains ont des carrières importantes en Amérique latine. Si je dois choisir, vous dire aussi que grâce à Florence et au CERAL, on a des accords avec des universités. Alors on a une quinzaine d'alliances, je ne vais pas tous les citer, mais je sais que dans la salle, et je voyais tout à l'heure nos amis de Saint-Andrés, on a évidemment aussi, je crois, la présence de collègues du Tech de Monterrey parmi nous. Et ce sont des partenaires, vraiment plus que des partenaires, parce qu'on a des épreuves ensemble au sens de la vie des institutions. Et merci Florence pour avoir garanti la robustesse de tout ça. Le CERAL, encore une fois, ce sont des profils qui nous amènent à avoir dans les entreprises des contacts, que ce soit dans les directions des affaires internationales, mais aussi dans les fonctions spécialisées de finance, de ressources humaines, etc. Et je voulais saluer avec ces 20 ans véritablement un parcours. Je pense en quelle année, Florence, tu as commencé à travailler à quel moment tu as mis en place 90. 90. Ça fait 30 ans. Depuis 30 ans, donc avec une genèse. Donc, on retrouve dans la démarche du CERAL aussi, je crois, quelque chose qui caractérise une démarche commune entre un éminent diplomate, entre des leaders d'entreprises internationales qui vont venir illustrer tout cela, et puis les membres de la communauté académique. Un joyeux anniversaire pour le CERAL. J'espère qu'on pourra dans quelques années encore fêter le double de cela. Je dis cela à l'échelle de l'école, puisqu'elle est plus que bicentenaire, et donc il y a encore beaucoup de chemin à faire. Voilà, chers amis, merci de votre présence, merci à tous ceux qui vont intervenir, et merci de faire grandir cette amitié Amérique latine et Europe, à laquelle on est très attaché. Merci Florence. Cher Alain. Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir. Merci Franck Bournois pour cette aimable introduction qui nous a présenté le SCP et le CERAL. Alors, je suis très honoré d'avoir été convié en tant que président du Conseil d'orientation du CERAL, il y a quand même, ça s'explique, à faire le point sur l'Amérique latine 20 ans après. Autrement dit, sur les 2 premières décennies du XXIe siècle. C'est là un redoutable honneur, j'en suis très conscient. Et là, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Franck Bournois, c'est-à-dire exprimer, rendre hommage d'abord à Florence Pinault de Velfenon, fondatrice et animatrice du CERAL, directrice scientifique, qui a lancé le projet et a tenu le gouvernail d'une main ferme pendant 20 ans. Le CERAL est aujourd'hui, comme le disait le directeur général, d'abord un beau réseau européen et bicontinental qui fédère des business schools sur les 2 rives. Des business schools parmi les plus productrices et prestigieuses des 2 mondes. Et la liste des colloques et des publications suffit à manifester l'excellence de son activité. Je voudrais aussi, me tournant un peu vers le passé, c'est les 20 ans, il faut parler de tout, je voudrais aussi exprimer mon admiration pour le premier président du Conseil d'orientation du CERAL,
le regretté et irremplaçable François-Xavier Ortoli. François-Xavier Ortoli était, vous le savez, un homme politique. Il était poète, comme vous ne le savez pas généralement. Il a été plusieurs fois ministre et président de la Commission européenne. Et je crois qu'il a fait beaucoup pour appuyer à l'ESCP et pour appuyer le CERAL à ses débuts jusqu'en 2007. Bien, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais aussi dire un mot sur le CERAL, peut-être pas avec autant d'éloquence que le directeur général, mais le CERAL, qui a 20 ans, apporte tout ce qui est nécessaire à une meilleure compréhension des réalités d'aujourd'hui, de notre monde, au-delà même de l'Amérique latine, des tendances macroéconomiques et sociales, et son exploration des réalités managériales des deux côtés de l'Atlantique est tout à fait exemplaire. Parce que, évidemment, il faut toujours le répéter, l'Amérique latine a besoin de l'Europe autant que l'Europe a besoin de l'Amérique latine. On ne se lassera jamais, ici, dans cette maison, de le répéter. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je précise mon propos. L'Amérique latine, 20 ans après, je ne vais pas parler simplement de 20 ans, c'est-à-dire aujourd'hui, mais je vais parler aussi de l'ensemble de ces décennies qui ont été des décennies avec des événements importants dans le monde et notamment en Amérique latine. Voilà ce dont je voudrais parler d'abord, et ensuite je voudrais analyser en quelque sorte, ou tenter d'analyser la réalité des changements intervenus pendant ces 2 décennies en Amérique latine, pour terminer sur les atouts nombreux que possède la région dans la conjoncture d'aujourd'hui, qu'il possédait peut-être moins ou pas dans la conjoncture d'il y a 20 ans. Alors, premier point, hier aujourd'hui. On sait que l'Amérique latine est, par sa richesse même et ses ressources naturelles, très sensible à la conjoncture, et notamment au cycle économique. Et on est frappé par les mouvements pendulaires qui marquent son histoire économique, où des phases de dynamisme flamboyant succèdent à des stagnations et des récessions non moins spectaculaires, et vice-versa, et évidemment. Tous les pays connaissent des crises, mais l'Amérique latine connaît des décennies perdues. C'est quand même pas évident pour tous les pays. Et normalement, on trouve qu'il y a une décennie perdue, celle de la dette, qui frappe l'Amérique latine tout particulièrement, et l'inflation, le chômage, etc. Mais il y a des commentateurs, historiens, qui considèrent même que l'Amérique latine a eu 3 décennies perdues. Une politique, la décennie 70 avec les dictatures militaires, une qui est celle dont on parle généralement, la décennie perdue économique, avec la crise de la dette, et une troisième avec ce qu'on pourrait appeler le remède des années 90, les politiques libérales aux résultats sociaux souvent médiocres et parfois catastrophiques. Alors, on ne va pas discuter de ça, mais c'est vrai qu'il y a une spécificité dans les mouvements pendulaires de l'Amérique latine suivant les conjonctures internationales. Sur la période, je vous rassure tout de suite, sur la période des 20 années du CERAL, ou je dirais presque des premières 20 années du CERAL, on constate des contrastes accentués, des moments de prospérité, des années de récession, mais pas de décennies perdues. C'est déjà ça. Alors pourquoi peut-être il n'y a pas de décennie perdue? Parce que la première décennie a duré 14 ans, et ça a été une décennie de grande prospérité. Et évidemment, on ne va pas parler de décennie perdue, d'abord parce qu'on n'a pas terminé la décennie qui s'arrête en 2014, 2015. 2015, c'est déjà une récession, et 2016. Mais aussi parce que le cycle, le boom des matières premières a été extraordinairement positif, a été extrêmement spectaculaire. C'est un super cycle, si on veut. Et la demande de matières premières, tant minérales qu'agricoles, a été très forte. C'est la demande asiatique, et plus précisément la demande chinoise, qui a provoqué ce super cycle et cette prospérité.
Cette demande forte de produits agricoles et miniers a entraîné une augmentation des cours et des volumes, évidemment. Le commerce de l'Amérique latine avec la Chine a été multiplié par 5 durant cette période. Ça concerne évidemment essentiellement l'Amérique du Sud, et certains pays ont bénéficié plus que d'autres, c'est vrai. Mais ce super cycle qui a duré jusqu'en 2014, de 2002 à 2014, a été un moment tout à fait extraordinaire. La Chine est devenue le premier client, premier partenaire économique du Brésil depuis 2009. Elle est devenue la première destination des exportations de l'Argentine, du Chili, du Pérou et de l'Uruguay, pour ne rien dire des investissements chinois et des prêts consentis par Pékin. Dans cette longue décennie, marquée par une certaine euphorie économique, l'Amérique latine s'est tournée vers le Pacifique. Les pays qui ont une façade maritime sur cet océan ont formé d'ailleurs une alliance du Pacifique au début de 2011. Le Brésil au sein du BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine, est devenu en 2009, la formation du BRIC, réunion des grandes puissances émergentes de taille continentale, un allié diplomatique, politique et commercial de la Chine et de l'Inde. Par ailleurs, on peut remarquer aussi un réveil de l'Amérique latine dans le domaine international, et pas seulement le BRIC. L'intégration régionale se fait plus ambitieuse et affirmative, avec la création en 2008 de l'Union des États d'Amérique du Sud, l'UNASUR, qui regroupe 12 pays, et le CELAC, qui en 2010 réunit 33 États d'Amérique latine et des Caraïbes, dont Cuba, et sans les États-Unis, ce qui est un détail qui n'en est pas un et qu'il faut souligner. L'Amérique latine compte désormais, notamment dans les négociations commerciales internationales, à l'OMC, où elle pèse d'un poids nouveau en vue d'une révision du système commercial mondial. Le Sud global, on peut dire, naît à peu près à ce moment-là. On ne parlait que de sous-développés, de pays en voie de développement. Maintenant, on parle de Sud global. Je pense que c'est à ce moment-là, très précisément, et l'Amérique latine il va jouer un grand rôle. Mais le boom économique a évidemment eu des retombées sociales importantes. La pauvreté a reculé dans tous les États de la région. Les inégalités, faiblement, un peu. Et grâce à l'accroissement des dépenses sociales et du crédit aussi, on a assisté à un gonflement des couches moyennes sans précédent. Sur le plan politique, évidemment, il y a eu des changements importants. La prospérité ou la nouvelle conjoncture a créé des effets, non pas mécaniques, mais des effets politiques. On peut dire que la nouvelle prospérité a favorisé électoralement les candidats de gauche qui étaient favorables à la distribution, à la réduction des inégalités. Et entre 2002 et 2006, on a notamment vu le paysage politique régional changer fortement. Une vague électorale de gauche s'est imposée. Au Brésil, il y a eu bien sûr le PT et Lula da Silva, élu en novembre 2002. En Uruguay, Tabaré Vázquez a été élu du Frente Amplio de gauche en 2004. Evo Morales du Movimiento al Socialismo en 2006 a été élu président, et ça a été un changement social important en matière politique. Évidemment, ces gauches sont très différentes. Il y a des gauches bolivariennes qui ont suivi le Venezuela de Chavez, avant que Chavez, en 1998, a été élu sur un programme de centre, et non pas sur un programme de gauche. Il n'était ni radical, ni autoritaire. Enfin, ça, c'est un autre point de détail. Mais enfin, en Uruguay, au Brésil et au Chili, les présidents élus, à ce moment-là, sont de gauche. Rien de mécanique, il n'y a pas de déterminisme
d'explication déterministe du politique par l'économie, mais ça s'est trouvé comme ça. Bien sûr, il n'y a pas eu que cet élément qui a expliqué le changement politique. Il y a eu l'usure du pouvoir aussi. Dans un certain nombre de pays, les présidents ou les partis au pouvoir étaient un peu usés. Je pense au Chili, où c'est la droite qui l'emporte, avec l'élection de Sébastien Piñera en 2010, et après 20 ans d'une alliance de centre-gauche. Bien. Mais en 2015, les beaux jours s'achèvent, la prospérité appartient au passé. En 2015-2016, c'est une récession qui frappe l'Amérique latine, et elle connaît ses plus mauvaises années depuis 1986, d'après les économistes, et en pleine crise de la dette. Les cours des matières premières s'effondrent, le baril de pétrole perd la moitié de sa valeur. La crise des subprimes américaines est passée par là. La grande récession affecte directement les économies latino-américaines. Le retournement de conjoncture provoque des restrictions budgétaires, une réduction du crédit et une poussée du chômage. Les nouvelles couches moyennes très vulnérables sont rejetées dans le sous-emploi, la précarité du secteur informel, le spectre d'une dégringolade sociale, des bénéficiaires d'une promotion collective conjoncturelle, alimente la contestation, parfois violente, de gouvernements jugés incapables de maintenir le niveau de vie, le progrès du plus grand nombre. La popularité des chefs d'État, qu'ils soient de droite ou de gauche, s'effrite, parfois elle s'effondre et l'alternance change de sens. Le pendule oscille cette fois vers la droite, là aussi. L'usure du pouvoir a joué un rôle décisif, aussi en Argentine. Mauricio Macri est élu président en 2015, soutenu par ailleurs du centre-droit après 12 ans de règne néo-péroniste du dépôt Kirchner. Au Brésil, Dilma Rousseff du Parti des travailleurs, réélu en 2014 et destitué par le Congrès après 13 ans de gouvernement du PT, remplacé par son vice-président qui mène une politique diamétralement opposée à celle de la présidente. Bon. Le Congrès l'a fait après 13 ans de gouvernement du PT, ce qui explique un peu cela. Cette vague d'alternance conservatisme, de même que la crise économique, ne place pas toute l'Amérique latine à la même enseigne. Au nord, parce qu'il y a deux Amériques latines, celle du nord, celle du sud, celle dans l'emprise américaine et celle, je dirais maintenant, dans l'emprise chinoise. Au nord, le Mexique, il n'a jamais été un pays très dynamique, a une croissance soutenue, et l'Amérique centrale, elle est plutôt bonne. Le Panama a une croissance entre 5 et 6%. Bon, alors 20 ans après, en venant au moment actuel, au moment récent, 20 ans après, comme aurait dit Alexandre Dumas. Mais la région est confrontée à plusieurs éléments nouveaux d'origine externe. Certains de longue portée, d'autres d'ordre strictement conjoncturel. Le premier point, ce qui semble le plus durable, et là on peut discuter, mais il semble qu'il y ait un consensus des économistes là-dessus, est le fléchissement de la demande chinoise, pour plusieurs raisons. La première étant le changement de priorité économique, l'accent passe des exportations à la consommation, et la Chine a comme objectif d'être une puissance technologique, ensuite la première puissance mondiale, mais elle a moins besoin de matières premières. La politique zéro Covid, en plus, de Xi Jinping, ralentit la production, et la bulle immobilière actuelle ne contribue pas au dynamisme de l'économie chinoise, pour ne rien dire de l'autoritarisme assez fermé de l'actuel président, et pour encore 5 ans, qui n'attire pas les capitaux, et encore moins les capitaux étrangers. Deuxième point, le Covid a durement frappé l'Amérique latine, tant en raison de l'insuffisance de l'appareil sanitaire que de la politique de santé aberrante de certains pays. Je n'insisterai pas là-dessus, mais le Brésil a eu 800 000 morts et une politique vaccinale plus ou moins erratique. Troisièmement, la guerre en Ukraine. Alors la guerre en Ukraine, c'est tout autre chose.
La guerre en Ukraine a été pratiquement saluée par Bolsonaro et par Fernandez comme presque une divine surprise qui allait permettre d'avoir au moins un petit boom de nouvelles demandes de matières premières, notamment des céréales surtout. Donc ces conséquences pourraient être prometteuses. Et de manière générale, la hausse soudaine des matières premières, produits miniers, aussi bien qu'agricoles, pourrait, sous certaines conditions, amener l'Amérique latine à meilleure fortune, leur compensant certaines contractions de la demande. Est-ce que nous sommes à la veille d'un nouveau boom des matières premières? Eh bien, contrairement à ce qu'espéraient ces présidents que je citais tout à l'heure, ce n'est pas exactement ce qui se produit. Sauf peut-être pour certains minerais comme le cuivre et le lithium, avec la demande des batteries et des voitures électriques. Mais les phénomènes de la guerre d'Ukraine n'ont pas changé pour le moment la situation des pays exportateurs. Son caractère conjoncturel est nourri des doutes sur son caractère durable. Nous, on aimerait qu'elle dure le moins possible, même si en Amérique latine, certains aimeraient qu'elle dure parce que ça permettrait de relancer les exportations de certains produits. D'ailleurs, ça n'intéresse pas l'opinion publique, la guerre en Ukraine, en Amérique latine. Ça, tout le monde le sait, il suffit d'y aller et de parler avec les Américains, c'est très loin, c'est une guerre d'Europe. Bon. Mais il est évident que, en matière agricole, la concentration sur un seul produit, très souvent, le soja, par exemple, le Brésil et l'Argentine, ne permet pas de faire une rotation rapide vers le blé et le maïs. Et en plus, ces pays-là n'ont pas, en général, de réseau vers l'Afrique et le Moyen-Orient pour exporter leurs produits. À ça s'ajoute le dollar fort, la montée des taux de la Fed, qui fait que s'il n'y a pas encore de fuite des capitaux en Amérique latine, les capitaux s'orientent plutôt vers l'Amérique du Nord que vers l'Amérique du Sud. Voilà, enfin, le monde après le Covid est un moment de transition marqué par des interrogations sur la mondialisation, sur une conjoncture de tension internationale, certes loin de l'Amérique latine, mais enfin, la guerre en Ukraine, les menaces russes contre l'OTAN, le conflit Chine-États-Unis, ça ne peut pas laisser totalement indifférent l'Amérique latine et notamment les investisseurs. La croissance forte, les décolonisations en fonction des coûts de production ne sont peut-être plus les options prioritaires. La colonisation est en procès, on ne sait pas s'il est en repli. La sécurité de l'offre est à l'ordre du jour. Le flux tendu, c'est moins recette. Et le rapprochement entre le lieu de production et le lieu de vente ou de ravitaillement n'est plus ce qu'il était. Alors, je reviens là pour dire qu'il y a des pays de l'Amérique du Nord latine qui peuvent profiter de ce reshoring, ou de cette volonté d'avoir des circuits courts pour la division internationale du travail. C'est le Mexique, l'Amérique centrale, qui ont des accords commerciaux avec les États-Unis. Et il est vraisemblable qu'un certain nombre d'entreprises qui sont déjà en sous-traitance avec ces pays du sud de l'Amérique du Nord vont investir dans leur pays associé, le pays du voisinage méridional. Quoi qu'il en soit, qu'il y ait un nouveau boom de matières premières ou pas, là aussi, il y a eu des conséquences politiques. Une nouvelle vague progressiste, on pourrait dire, certes différente de celle de 2002-2006, mais qui traduit qu'il s'est passé quelque chose aussi dans le domaine politique et social. Je n'énumérerai pas tout ce qui s'est passé. L'élection de Pedro Castillo au Pérou, de Gabriel Boric, 36 ans, au Chili, et en Colombie, le premier président de gauche de l'histoire de la Colombie, Gustavo Petro, en plus,
anciens guérilleros. Alors, éternel retour, bonne et mauvaise surprise économique, alternance politique et évolution pendulaire. Quels enseignements tirés de ces 20 années? Quelles en sont les retombées? Quels changements se sont produits? Alors, je voudrais analyser successivement ce que j'ai appelé un peu les illusions de la période. Partons du boom et du supercycle des matières premières. Les beaux jours ont duré si longtemps qu'on a cru en Amérique latine et même ailleurs que c'était définitif. Que, ça y est, l'Amérique latine avait décollé. Que, grâce à ses ressources, non seulement des ressources naturelles, mais des ressources en hommes, en femmes aussi d'ailleurs, des ressources humaines, eh bien, l'Amérique latine, ce n'était plus un avenir et une terre d'avenir qu'il resterait, comme on disait de manière malveillante à propos du Brésil, mais que ça y est, c'était... Et il y a un certain nombre de livres qui ont été publiés, y compris en France, sur les pays d'Amérique latine, pays émergés, non plus émergents, mais émergés. Donc c'était développé, c'était fait. L'avenir était à portée de la main, il était là. On croyait donc que la prospérité serait sans limite, et ça n'a pas été le cas. Sur le plan social, la réduction du chômage, la croissance des dépenses sociales, les progrès dans le domaine de l'éducation et de la santé ont réduit la pauvreté. Des milliers de latino-américains avaient pu accéder, non pas à la classe moyenne, mais avaient pu accéder aux conditions de vie des classes moyennes, avaient pu accéder par la consommation et le crédit au type de vie des classes moyennes. C'est-à-dire qu'ils avaient pu voyager, prendre des vacances, ils avaient pu acheter la ligne blanche électroménager, parfois une moto, etc. Et tout ça, d'un coup, ça s'arrête. D'un coup, c'est fini. Ils vivaient mieux, ils cessent de vivre mieux, ils ne sont pas des membres des classes moyennes, stables, durables. Ils sont membres de ces couches qui ont accédé à la classe moyenne. Et ça, c'est un moment très, très difficile, puisqu'on avait dit qu'un tiers de la population d'Amérique latine appartenait désormais aux classes moyennes. Et c'était faux. On a cru au miracle, il n'y a pas eu de miracle. Il y a eu des améliorations dans différents domaines, mais le miracle n'a pas résisté au changement de conjoncture, à la récession de la fin du cycle. En fait, le secteur informel n'avait jamais baissé. Il y avait plus d'emplois dans le secteur informel, mais il était toujours là. Il était toujours au même pourcentage, suivant les pays, entre 20 et 45%. Et la prospérité primaire était là aussi. D'ailleurs, celle-ci, la prospérité primaire, a joué contre le développement. Cette demande asiatique, ça n'a pas été un instrument de développement, ça n'a pas été un facteur de développement. Le développement, c'est quoi? Tout le monde est d'accord, c'est la production complexe de biens industriels, de technologies avancées. Les économies latino-américaines, au contraire, ont accentué le côté exportateur extractif qui faisait leur force, mais qui fait aussi leur faiblesse. Le pays le plus industrialisé, le Brésil, exportait 60% de biens industriels avant le boom et 40% de produits agricoles. Maintenant, c'est l'inverse. Donc, il y a eu une primarisation dans un certain nombre de pays. Je ne parle pas des pays du Nord, je parle d'Amérique du Sud, parce qu'il faut bien distinguer les deux. Par ailleurs, le succès économique du cycle, et ça a été dit par beaucoup de commentateurs, a fait oublier les réformes indispensables pour avancer vers un développement durable et inclusif, donc stable. Le deuxième point que je voudrais insister, c'est que la récession qui a suivi les phases de haute conjoncture, la pandémie, les conséquences politiques des deux événements, a provoqué des changements en matière internationale. L'Amérique latine, disons post-Covid, est plus fermée, plus fragmentée qu'elle ne l'était auparavant, elle est plus désintégrée. C'est-à-dire les intégrations ont connu
un coup de frein brutal, que ce soit le Nassau et le CELAC qui ont une vie assez végétative pour le moment. Et ça, c'est grave, par exemple, parce que le Nassau avait des volets très concrets. Ce n'était pas simplement des rencontres de concertation, ce qui est très positif, des chefs d'État. Il avait des volets très concrets, comme l'IRSA, l'initiative d'intégration des infrastructures sud-américaines. L'IRSA, ça signifiait faire des routes bio-océaniques. Et au moment où le principal client, c'est l'Asie et la Chine, il est évident que c'est très important. Mais l'IRSA, on n'en parle plus. L'IRSA, on n'en parle plus. Donc voilà, ça, n'est pas une très 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 bonne chose. J'ajouterai que la montée en puissance internationale de l'Amérique latine, c'était essentiellement la montée en puissance internationale du Brésil. Et quand le Brésil a connu une éclipse, que l'on connaît aujourd'hui depuis 4 ans, il est évident que les 16 ans d'ambition internationale brésilienne de Fernando Henrique Cardoso et de Lula da Silva, qui était finalement de créer une espèce de cercle de prospérité autour du Brésil, en Amérique du Sud. Les pays voisins n'ont pas toujours été enthousiastes d'ailleurs. Eh bien, ça a permis au Brésil de peser dans les instances internationales, notamment l'OMC pour le commerce, et d'apparaître, au-delà de Global Trader, d'apparaître comme un acteur international et pas simplement une puissance locale. Alors ça, c'est maintenant dépassé, on verra l'avenir. Le Brésil était aussi la première lettre des BRICS de 2009. Et les BRICS, qui sont BRICS maintenant, parce qu'on a rajouté en 2011 pour que l'Afrique ne soit pas absente, c'est plus l'intérêt prioritaire de la Chine. La Chine, c'est la technologie, c'est les États-Unis, et c'est devenir la première puissance mondiale. D'ailleurs, c'est la Chine qui a toujours financé le BRIC ou BRICS, peu importe. Alors, on en parle encore. J'ai entendu récemment des commentateurs avisés dire que l'Argentine pourrait entrer dans le BRIC. Ça m'étonnerait que les Chinois soient enthousiastes, mais enfin bon, comme le BRIC maintenant c'est quand même un sigle qui est un peu dépassé, et pour le Brésil et pour la Chine, bon, voilà. Ceci nous rappelle qu'en diplomatie, rien n'est jamais acquis, et même en Amérique latine, pas plus qu'ailleurs. Et que sans le Brésil, l'Amérique latine, j'allais reprendre une horrible déclaration du président Nixon des années 70, qui disait, alors que c'était les militaires, la dictature militaire qui était en charge du Brésil, l'Amérique du Sud ira où ira le Brésil. Et je sais qu'à cette époque-là, ça m'avait ulcéré. Et je n'étais pas seul, mais il faut bien reconnaître que c'est en partie vrai pour l'Amérique du Sud, du moins. Alors, où nous mènent toutes ces remarques sur les conséquences sociales internationales du boom? On peut dire, au vu des chiffres, que c'est la stabilité qui prévaut. On peut le regretter ou pas, mais c'est la stabilité qui prévaut. Par exemple, en dépit du quintuplement du commerce avec l'Asie, les exportations de l'Amérique latine dans son ensemble représentent toujours 4 à 5% des exportations mondiales, et le PIB est resté étal aussi par rapport au produit mondial. Est-ce qu'il y a eu décollage? Est-ce qu'il n'y a pas eu décollage? Bon, on peut discuter suivant les pays. Moi, je pense toujours au Brésil, peut-être parce que j'ai tropisme brésilien, je ne suis pas le seul dans cette salle d'ailleurs, à ce que mes amis économistes brésiliens, qui sont pas tendres envers leur pays, qui disent, bon, notre économie, c'est le vol de la poule. Et je trouve que c'est une métaphore dure, mais assez parlante, et qui peut s'appliquer peut-être à l'Amérique latine. Il est vrai que les États latino-américains ne peuvent pas compter sur les effets d'entraînement du commerce régional. Celui-ci est faible, 15% du total contre 60% en l'Union européenne, et 45% dans le Nord, avec les deux
accord de libre-échange CAFTA-DR et l'ex-ALENA avec le Mexique, c'est quand même 45% de l'échange avec les États-Unis. Bon, ces données laissent à penser que rien n'a changé, que le mouvement pendulaire est revenu, le pendule est revenu à l'arrière, et que une décennie plus tard, tout est revenu à la case départ. En fait, c'est pas du tout avec ça. Il y a eu des avancées, des gros progrès dans l'éducation, un peu moins dans la santé, des progrès aussi et surtout, et ça généralement on ne le sait pas, sauf les hommes d'affaires qui sont là, qui prennent le pouls des pays où ils travaillent tous les matins. Les pays d'Amérique latine sont, sauf un ou deux, moins endettés qu'ils l'étaient dans les décennies précédentes. La plupart ont des finances saines et en plus des réserves de devises. Et ça, ce n'était pas le cas ni en 80 ni en 2002. Et avec ça, il y a un continent qui a des atouts permanents ou des atouts nouveaux en fonction de la conjoncture actuelle, en fonction du contexte actuel. Je ne reviendrai pas sur la recherche de sécurité dans l'approvisionnement qui remet en question la délocalisation, etc. Je veux dire, ajouter à cela, et toujours dans le même ordre d'idée, pour la recherche de la sécurité, on sait maintenant, avec ce qui se passe en Europe, qu'il y a une dimension politique dans la sécurité. Il y a une dimension politique à laquelle on ne pensait pas. Ni nous, ni surtout nos amis allemands, pensaient qu'il y avait un problème politique dans la sécurité, qu'avec un État autoritaire, avec une dictature, on n'était pas en sécurité si on dépendait d'elle pour ses approvisionnements, ou d'elle pour son marché. Et ça, c'est important. C'est important pour l'Amérique latine, car l'Amérique latine, c'est le continent, la région où il y a le plus de démocratie dans le monde. C'est le continent où il y a le plus de démocratie dans le monde. Et comme vous l'avez vu, l'arrivée au pouvoir de gouvernements de gauche, que ce soit en 2002-2006 ou en 2020-2021, n'a pas provoqué de troubles, n'a pas provoqué de discussion, n'a pas provoqué surtout de contestation comme dans le pays leader du monde libre hier et aujourd'hui des démocraties, c'est-à-dire les États-Unis. Les élections se passent bien, honnêtement, tranquillement, et le résultat est reconnu, que ce soit que le pendule aille à droite ou qu'il aille à gauche, et même à l'extrême gauche, comme au Pérou, ou on pourrait dire aussi en Colombie. Ça, je crois que c'est un élément important, même s'il y a des dérives autoritaires, au Venezuela, au Nicaragua, si la démocratie est de qualité variable, s'il y a eu des tentatives de coup d'État qui n'ont pas réussi, mais des tentatives de putsch parlementaires qui, eux, ont réussi, que ce soit au Honduras, au Paraguay et au Brésil. Mais la résilience de la démocratie s'impose toujours et partout en Amérique latine. Voilà. Le troisième point, ou le deuxième, c'est que l'Amérique latine a sans doute des atouts géopolitiques nouveaux. L'Amérique latine est directement concernée par le conflit Chine-États-Unis. Elle exporte vers la Chine, elle est liée à la Chine par les capitaux, par les prêts, et les États-Unis ont marqué dans la dernière période peu d'intérêt pour l'Amérique latine. Sous le président Trump, c'était un sujet de sécurité nationale face à la déferlante de hordes de migrants, vues comme des invasions dangereuses. Joe Biden est toujours sur le pivot asiatique de Barack Obama. Il n'a pas remis en question cette vision de l'Amérique latine. Face au conflit planétaire, l'alignement n'est pas automatique. Les États choisissent leur camp, et en particulier l'Amérique latine est bien placée pour défendre ses intérêts aujourd'hui, les intérêts nationaux ou régionaux. Le pouvoir de négociation de la région s'est accru, elle a gagné à l'autonomie, et on y parle sans crainte de non-alignement. Et en politique, on manifeste des choix parfois contraires aux injonctions des États-Unis, comme
au sujet de la 5G et d'une certaine entreprise chinoise. Voilà, le quatrième point, ou le troisième, je ne sais plus maintenant, que j'avais réuni les deux premiers. L'Amérique latine a un atout historique qui pourrait être son premier avantage à l'ère du retour de la guerre en Europe. Cet attrait, c'est tout simplement la paix, dont on parle jamais. C'est pour ça qu'on ne s'intéresse pas à l'Amérique latine, puisqu'ils sont en paix. Ça n'intéresse pas beaucoup les ministères des Affaires étrangères, ni les ministères de la Défense. Bon. Mais c'est une zone de paix. Il n'y en a pas tellement, ni en Amérique, ni en Afrique, ni en Asie, ni maintenant, malheureusement, en Europe. Donc c'est une zone de paix, et ça, c'est particulièrement important pour la sécurité des investissements, pour la sécurité du commerce. Par ailleurs, l'Amérique latine présente une autre singularité qui est liée à cela. L'Amérique latine est une zone de tolérance. Alors vous me direz, oui, mais les coups d'État, les militaires, les disparus, oui, attendez, la tolérance, ce n'est pas une tolérance de classe. C'est une tolérance en matière ethnique, en matière religieuse. Il n'y a eu, en Amérique latine, ni nettoyage ethnique, ni conflit d'origine religieuse. On ne peut pas dire la même chose de certains pays proches de l'Europe ou de certains pays comme la Birmanie ou la Chine. L'autoritarisme, quand il a existé, était de nature sociale, et souvent, la nature de classe occulte les différences ethniques. Et ça, c'est une des particularités de l'Amérique latine qui a réussi à forger des États avec des composants ethniques très divers. Enfin, je ne peux pas oublier des avantages qui sont des avantages qui restent des avantages démographiques. Les dividendes démographiques, il est là encore pour l'Amérique latine. En Amérique latine, les dépendants, jeunes et vieux, sont encore moins nombreux que les actifs jusqu'en 2040. Il y a des dividendes démographiques. Et le dividende est toujours positif. Et c'est pas comme la vieille Europe, mais c'est pas non plus comme certains pays asiatiques qui seront vieux avant d'être riches, y compris la Chine d'ailleurs. Et ça me paraît important. Un autre avantage d'origine géographique, on peut discuter. Moi, je crois qu'il existe vraiment. Il doit être rappelé, c'est la matrice énergétique de la région. La matrice énergétique de la région repose essentiellement sur l'hydroélectricité. Alors vous me direz, il y a le réchauffement climatique, il y a l'évaporation, il y a le Rhénan qui est toujours là, l'Amazone est toujours là, et 45% à 50% suivant les pays de la matrice énergétique, c'est l'hydroélectricité. Et aujourd'hui, certains pays, beaucoup de pays, je pense au Chili en particulier, font un très gros effort dans le photovoltaïque, parce que bon, il fait chaud, il y a du soleil, et ça marche. On comprend ainsi la contribution décisive des États latino-américains à la conclusion des accords de Paris. Et je pourrais ajouter, même si c'est un peu hors sujet, que ces richesses en lithium, le triangle Argentine, Bolivie, Chili, c'est le triangle du lithium, c'est là où il y a la plus grande quantité, on peut dire mine de lithium, enfin, la plus grande possibilité d'exploiter le lithium. Il y a aussi du cuivre. Tout est là pour faire des batteries, encore faut-il que les usines viennent et que ça n'aggrave pas encore le caractère extractif des économies. Bon. Alors, conclusion, que conclure on dirait qu'il n'y a rien à conclure de ça. Non, si. D'abord, dans le contexte géopolitique et géoéconomique d'aujourd'hui, la Chine est de plus en plus proche de l'Amérique latine. Les États-Unis ne sont plus intéressés par leurs voisins du Sud et le font savoir assez maladroitement. Je ne sais pas si vous avez suivi le sommet des Amériques qui s'est tenu à Los Angeles du 6 au 10 juin 2022. Ça a été une débâcle diplomatique pour les États-Unis. Je ne m'étends pas là-dessus. La prodigieuse ascension de la Chine, pays hier sous-développé et pauvre, devenu en un temps record la deuxième puissance mondiale, bientôt la première, ne peut laisser indifférents les partenaires ou ses partenaires latino-américains. Cependant, le modèle chinois n'est ni attractif, ni transposable pour l'Amérique latine. Je dirais moins même que le socialisme soviétique, puisque la preuve c'est que Cuba, ça a marché, ça marche encore. Bon.
L'Amérique latine, quoi qu'on en dise, appartient toujours à l'Occident, par ses valeurs, par sa culture, par ses religions. On peut donc penser que face au conflit États-Unis-Chine, qui va durer, il y a peut-être sans doute une place pour l'Europe. Il est d'ailleurs temps pour l'Union européenne, non seulement ses dirigeants, ses universités, ses entreprises, de pivoter, comme disait Barack Obama, mais pivoter vers l'Amérique latine, quelles que soient ses vicissitudes et les nôtres. Et je crois, mais c'est un acte de foi peut-être, que le rapprochement de l'autre Amérique avec l'autre Occident, c'est-à-dire le nôtre, est plus que jamais d'actualité. Je vous remercie. Bon, je laisse la place. Bon, cher Alain, merci encore une fois pour cette prise de recul et de hauteur. Je voudrais, avant que l'on passe à la séquence suivante, on va enchaîner très rapidement, simplement, Alain, d'abord, remercier Alain Bouquier qui nous accompagne, comme il le disait, depuis plus de 10 ans. Alors, c'est une gouvernance agile, celle du CERAL, avec un conseil d'orientation qui se réunit une fois par an, interrompu par le Covid, on a repris. On a ici, je profite quand même pour saluer Jorge Walter qui vient de Buenos Aires et qui nous accompagne aujourd'hui et qui nous accompagne depuis le début. Mais merci Alain de nous éclairer et puis je peux vous dire qu'à chaque fois qu'on se réunit au 7e étage, près de ton bureau, Franck, mes collègues sont heureux de ce moment d'échange avec vous parce que, vous voyez, c'est bien dans l'ADN du CERAL. Au fait, on ne fait pas des affaires en dehors d'un cadre. Un cadre, c'est l'histoire, c'est des racines, c'est une vision politique, sociale, économique, et vous contribuez beaucoup à ça. Alain, je vous remercie du fond du cœur. Franck, c'est ton tour. Mais je veux remercier mon directeur général, parce que, au fait, de quoi? C'est que de la confiance que toi, et puis Léon Leluza, vous m'accordez depuis des années, ce qui fait que finalement, j'ai pu monter cette start-up de l'enseignement et de la recherche, qui est le CERAL, en quelque sorte. Et sans confiance, je pense que je n'aurais pas pu avancer. Donc, je sais que vous êtes là, je pense que vous savez qu'on avance d'un côté, et cette confiance, vraiment, a été une source d'énergie phénoménale que j'ai pu déployer dans le montage de nos partenariats et dans la structuration de notre politique académique avec la région. Donc merci parce que je crois que la confiance est essentielle et on en parlait une fois, Alain, avec vous aussi, la confiance entre les pays, entre les continents, les diplomates qui êtes réunis dans cette salle, vous en savez quelque chose. La confiance, ça se construit, ça se travaille, une petite fêlure, ça met mal à l'aise, mais quand il n'y en a pas, on trace, comme diraient nos jeunes. Non? Donc merci Franck. Merci Florence, mais fondamentalement le CERAL, dans ESCP qui est un pilier, le E de l'expertise, là, franchement, avec ce que nous avons entendu, avec l'intimité, la connivence avec laquelle Alain travaille avec le CERAL et toi-même, donc là, on est dans le domaine de l'expertise, c'est le E de ESCP. Le S, c'est celui de la singularité, et on traite en effet... l'Europe et puis ce qu'on parfois certains appellent l'extrême Occident pour l'Amérique latine, la singularité, tu l'incarnes. Le C, c'est la question pour les étudiants, mais la créativité, et là, franchement, tu es insurpassable. Et puis le P qui est le pluralisme, et ça a été dit ici encore, et tu l'incarnes aussi. Donc franchement, ESCP est très heureux de t'avoir à la tête du CERAL. Merci beaucoup. Écoutez, je propose alors là, sans transition, que nous rejoignent, Franck, tu restes à nos côtés, que nous rejoignent les entreprises qui vont se prononcer sur cette table ronde.